Certaines nuits, le destin tisse des fils invisibles, reliant des vies que tout semble opposer. C'est dans le silence feutré d'une de ces nuits que notre histoire commence. La silhouette de la ville se découpait en une couronne de verre et d'acier, brillant de mille feux dans l'obscurité. Assis à l'arrière de sa Mercedes noire, Jacques Delaroche, magnate de la finance, sentait le poids de la journée peser sur ses épaules. Cet homme était un empire à lui seul. Président de l'une des plus grandes sociétés financières du pays, craint dans les salles de conseil et respecté à la bourse. Mais derrière les vitres teintées et le costume impeccable, Jacques n'était qu'un homme épuisé. La journée avait été un champ de bataille, une succession de contrats, de trahisons feutrées et d'appels incessants. Son assistante lui avait proposé de réserver une table dans un restaurant exclusif, mais il avait refusé d'un geste las. La nourriture avait perdu sa saveur depuis des années. Jacques vivait pour le contrôle, pour l'ordre. Il haïssait les surprises et tout ce qui pouvait perturber la bulle parfaite qu'il avait érigée autour de son existence. Pourtant, enfoui plus profondément, une autre réalité le rongeait. La solitude s'accrochait à lui comme une ombre. Sa femme était décédée des années auparavant, et son fils unique, étudiant à l'étranger, était trop occupé pour appeler. Jacques se persuadait que cela ne l'atteignait pas. L'argent suffisait. Le pouvoir suffisait. Mais au fond de lui, il savait que le silence de son hôtel particulier était assourdissant lorsqu'il en franchissait le seuil chaque soir. Pendant ce temps, dans une petite cuisine de service nichée au fond de cette immense demeure, Élise Moreau terminait ses dernières tâches de la soirée. Son tablier était impeccable, ses cheveux sagement noués en un chignon, et ses gestes étaient d'une efficacité discrète. Elle n'était pas le genre de gouvernante à attirer l'attention, elle croyait en l'art de se fondre dans le décor. Mais contrairement à son employeur, la vie d'Élise était loin d'être ordonnée. À 32 ans, elle remboursait encore les dettes liées aux frais d'hospitalisation de sa défunte mère. Chaque fin de mois était une lutte entre la survie et le devoir. Pourtant, elle portait en elle un cœur trop tendre pour la dureté du monde qui l'entourait. Plus tôt dans la soirée, en sortant les poubelles, elle avait remarqué un petit garçon, pas plus de 6 ans, blotti contre les grilles en fer forgé. Ses vêtements étaient déchirés, son visage maculé de saleté, et ses bras serraient fermement son corps grelottant. Ses grands yeux bruns suivaient chaque voiture qui passait, comme s'il priait pour que l'une d'elles s'arrête. Le cœur d'Élise se serra. Elle savait ce qu'était la faim. Sans réfléchir, elle retourna précipitamment dans la cuisine, remplit une assiette avec les restes de pain, de soupe et un petit morceau de poulet, et se glissa dehors en silence. Le garçon leva les yeux vers elle alors qu'elle s'agenouillait à ses côtés. « Tu as faim, mon petit ?» murmura-t-elle. Il hocha timidement la tête, les lèvres tremblantes. Élise lui offrit un sourire doux en posant l'assiette devant lui. « Mange doucement, d'accord ? Personne ne devrait aller se coucher le ventre vide. » C'était un acte de bonté qu'elle pensait destiné à rester secret. À l'autre bout de la ville, Jacques terminait son dernier appel lorsque son chauffeur ralentit à l'approche du portail de sa propriété. Jacques leva les yeux de son téléphone, prêt à réprimander son chauffeur pour ce retard, quand il vit la scène. Les phares de la voiture découpèrent la nuit, figeant l'instant comme une photographie. Élise, sa gouvernante, agenouillée sur le sol froid, tenant une assiette. Et devant elle, un petit garçon déguenillé, aux joues creuses et aux yeux désespérés, dévorant chaque bouchée comme si c'était son premier repas depuis des jours. Jacques cligna des yeux, la mâchoire crispée. Le choc le frappa comme une vague. Il n'était pas seulement surpris, il était profondément déstabilisé. Pourquoi sa gouvernante se trouvait-elle dehors, à son portail, nourrissant un enfant sans abri comme une bénévole de rue? La Mercedes s'immobilisa. Pour la première fois depuis des années, Jacques Delaroche ressentit quelque chose qu'il ne sut nommer. Une fissure dans sa forteresse d'indifférence. Et à cet instant précis, 3 vies commencèrent à s'entremêler d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Jacques ouvrit la portière avant même que son chauffeur n'ait eu le temps de faire le tour. Le claquement de ses souliers vernis sur les pavés de l'allée résonna, alors qu'il marchait d'un pas décidé vers le portail, le regard fixé sur la scène. Élise sursauta au son de ses pas. L'assiette dans sa main vacilla, manquant de se renverser. Son cœur martela sa poitrine lorsqu'elle se tourna et le vit. Son employeur, Monsieur Delaroche, debout dans le halo des phares, son visage sculpté par un mélange d'incrédulité et d'autorité sévère. Monsieur Delaroche, balbutia-t-elle en se relevant précipitamment. Ce n'est pas. Jacques leva une main pour la faire taire. Son regard glissa vers le garçon, qui se cachait derrière elle, serrant un morceau de pain comme un trésor. Les yeux effrayés de l'enfant allaient d'Élise à Jacques, puis revenaient. Un instant, personne ne parla. Le seul son était celui du garçon mâchant, un bruit pressé, désespéré.
Quand la voix de Jacques s'éleva, elle était glaciale, teintée de suspicion. Que se passe-t-il ici exactement, Élise? Élise déglutit difficilement. Il avait faim, monsieur. Ce n'est qu'un enfant. J'ai pensé que cela ne ferait aucun mal de lui donner quelque chose à manger. Aucun mal, répéta Jacques, les sourcils froncés. Avez-vous la moindre idée de l'image que cela renvoie? Permettre à des étrangers d'entrer sur ma propriété? Nourrir des vagabonds à mon portail, comme si c'était une soupe populaire? Élise tressaillit au mot « vagabond ». Elle baissa les yeux, honteuse, mais refusant de céder. Je ne pouvais pas l'ignorer. Il n'a que 6 ans. Regardez-le. Sa voix se brisa en désignant le garçon. Jacques regarda. Il vit la crasse sur les joues de l'enfant, ses bras maigres, ses chaussures qui n'étaient plus que des lambeaux. Mais au lieu de s'adoucir, sa mâchoire se contracta davantage. Ce n'est pas mon problème, se dit-il. Ce n'est pas ma responsabilité. Élise, dit-il sèchement. Vous travaillez pour moi, pas pour les rues de cette ville. Le nourrir peut sembler charitable, mais la charité a des conséquences. Et s'il en parle à d'autres? Et si demain, 10 enfants attendent devant ce portail? Voulez-vous que ma maison soit envahie? La gorge d'Élise se noua. Elle voulait s'expliquer, implorer sa compréhension, mais tout ce qu'elle parvint à murmurer fut « Je ne pouvais pas le regarder mourir de faim ». Le garçon, sentant sa peur, tira doucement sur son tablier. « S'il vous plaît, madame. » « Je ne reviendrai pas si c'est mal, » murmura-t-il doucement, des miettes sur les lèvres. Quelque chose dans sa voix perça la nuit et la poitrine de Jacques. C'était faible, comme l'écho d'un souvenir qu'il avait enterré il y a longtemps. La voix de son propre fils à cet âge, petite, tremblante, innocente. Jacques se détourna brusquement, passant une main sur son visage comme pour effacer cette pensée. Il n'était pas prêt à ressentir. Il n'était pas prêt à affronter ce que cette scène réveillait en lui. Élise, tremblante, reprit la parole. « Monsieur, si vous voulez me renvoyer, je comprendrai. » Mais je ne pouvais pas lui tourner le dos. Ces mots restèrent suspendus dans l'air froid, comme un verdict. Jacques pivota, le regard dur mais troublé. « Nous discuterons de cela à l'intérieur, » dit-il finalement, d'un ton sec. Puis, après une pause, il ajouta, « Emmenez le garçon avec vous. » Élise cligna des yeux, stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à cela. Le garçon non plus, dont les grands yeux s'emplirent d'un sentiment étranger. L'espoir. Alors que Jacques retournait vers la maison, son ombre s'étirait longuement sur l'allée. Derrière lui, Élise prit l'enfant dans ses bras, lui chuchotant « Tout va bien se passer ». Mais son cœur battait la chamade. Elle n'avait aucune idée de ce que Jacques de la Roche allait faire, et lui non plus. À l'intérieur de la demeure, un silence de marbre pesait sur les murs. Les petits pas de l'enfant résonnaient faiblement dans le grand hall d'entrée où Élise le conduisait, son propre cœur battant au rythme de chaque son. Le lustre étincelant, les parquets cirés et la perfection glaciale du lieu semblaient l'engloutir tout entier. Il paraissait si déplacé, pieds nus, fragile, s'agrippant à sa main comme à une bouée de sauvetage. Jacques les suivit, le visage impénétrable. Il retira son manteau, le posa avec soin sur le portant, mais ses yeux ne les quittèrent pas. Il observait, calculait, luttant contre quelque chose qui le dérangeait. Élise rompit le silence la première. « Monsieur, si vous êtes en colère, je le comprends. Mais s'il vous plaît, ne vous en prenez pas à lui. Ce n'est qu'un enfant. » Le front de Jacques se plissa. « Élise, réalisez-vous dans quelle position vous me mettez? Amener des inconnus dans cette maison. Savez-vous l'image que cela donne ?» Sa voix tremblait, mais elle leva les yeux pour croiser les siens. « Cela a l'air humain, monsieur de la Roche. » Les mots fendirent l'air, plus vifs qu'elle ne l'aurait voulu. Un instant, Jacques la dévisagea, abasourdi que sa gouvernante ose lui parler ainsi. Il expira brusquement, arpentant le hall. L'humanité ne paie pas les factures. L'humanité n'entretient pas cette maison et ne tient pas les loups à distance. J'ai bâti tout ceci en faisant des choix difficiles, pas des choix faciles. Vous croyez que le monde récompense la bonté? Il ne le fait pas. Il dévore les gens tout crus. Élise jeta un regard au garçon, qui fixait maintenant Jacques avec de grands yeux, comme si la voix retentissante de l'homme pouvait l'avaler lui aussi. Elle s'agenouilla, attirant l'enfant contre elle, murmurant « Tout va bien, mon petit ». La tendresse de ce geste rongeait Jacques plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle lui rappelait les nuits où sa défunte femme consolait leur fils exactement de la même manière. Mais au lieu de s'adoucir, il éclata. « Et demain? Et si 10 autres enfants se présentent à mon portail? Que ferons-nous alors? Allons-nous nourrir toute la rue ?» Élise se redressa.
S'ils ont faim, peut-être devrions-nous le faire. La défiance dans sa voix la surprit elle-même. Elle n'était jamais audacieuse avec lui. Elle avait toujours pris soin de rester à sa place. Mais quelque chose chez ce garçon faisait naître en elle un courage qu'elle ne se connaissait pas. Jacques secoua la tête, marmonnant, « Vous ne comprenez pas, Élise. La compassion est un luxe, et les luxes ont un prix. » Son regard se durcit. « Non, monsieur de la Roche. La compassion est une question de survie pour des gens comme lui, pour des gens comme moi. » Le garçon tira sur sa manche, chuchotant timidement. « Madame, je peux partir. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. » Sa petite voix était lourde de honte. Les yeux d'Élise la brûlèrent. Elle le serra plus fort. « Tu n'as besoin d'aller nulle part ce soir, » dit-elle doucement. Jacques se détourna, se massant les tempes. Il se sentait piégé entre deux mondes. Sa forteresse de richesse soigneusement gardée et la vérité fragile qui se tenait juste devant lui. Un enfant qui n'avait rien. Finalement, il parla d'un ton sec. « Assez. Le garçon peut rester pour la nuit. Mais demain matin, nous trouverons une solution. Et Élise, » ses yeux la clouèrent sur place, « nous aurons une discussion sérieuse au sujet de votre poste ici. » Le souffle d'Élise se coupa. Son travail, sa seule source de survie, ne tenait qu'à un fil. Mais même dans cette peur, elle ne ressentait aucun regret. Car dans son cœur, elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste. Élise guida le petit garçon jusqu'au vaste salon de la demeure, où une lumière dorée se déversait sur les canapés en cuir et les parquets polis. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent, non pas d'admiration, mais d'incrédulité, comme s'il venait d'entrer dans un autre monde qui ne lui appartenait pas. Il serra plus fort la main d'Élise, son petit corps tremblant. Jacques suivit lentement, desserrant sa cravate, son expression toujours aussi rigide. « Il peut rester ici ce soir, » dit-il sèchement. « Une nuit, rien de plus. » Élise hocha rapidement la tête, reconnaissante pour cette petite concession. « Merci, monsieur. » Elle fit asseoir le garçon sur le bord du canapé. « Comment t'appelles-tu, mon grand ?» Le garçon hésita, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Daniel. » Élise sourit chaleureusement. « Daniel. C'est un joli nom. » Le regard de Jacques s'attarda sur le garçon, les bras croisés. Il ne le dit pas à voix haute, mais le prénom le frappa plus qu'il ne s'y attendait. Daniel. Sa défunte femme avait un jour suggéré ce nom pour leur fils avant d'en choisir un autre. La coïncidence le troubla, bien qu'il l'ait chassé d'un froncement de sourcils. Élise se glissa rapidement dans la cuisine, préparant du lait chaud et réchauffant un bol de soupe. Tout en travaillant, elle pria à voix basse, « Mon Dieu, faites qu'il ne me mette pas à la porte demain. » Quand elle revint, le visage de Daniel s'illumina à la vue de la nourriture. Il mangea lentement cette fois, jetant des regards nerveux à Jacques comme s'il attendait la permission. Jacques le remarqua. « Mange, » dit-il, sa voix ferme mais pas méchante. « Personne ne va te l'enlever. » Le garçon hocha timidement la tête et continua. Élise s'assit à côté de lui caressant doucement les cheveux. « Tu vois, tu es en sécurité maintenant. » Jacques se détourna, se servant un verre de whisky. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin sombre, essayant de se convaincre que tout cela était temporaire. Mais derrière lui, les doux bruits de la cuillère contre le bol, les murmures rassurants d'Élise et les soupirs de soulagement du garçon le rongeaient. La maison ne s'était pas sentie aussi vivante depuis des années. Après le dîner, Élise conduisit Daniel à l'étage, dans la petite chambre d'amis. Elle l'aida à se laver, trouva une vieille couverture et le borda. Il serra l'oreiller fermement, comme s'il avait peur qu'il disparaisse. « Madame Élise, » murmura-t-il. « Oui, mon chéri ? Vous croyez que Dieu m'a oublié ?» Sa poitrine se serra. Elle lui écarta doucement les cheveux du front. « Non, Daniel. Dieu n'oublie personne. Parfois, il envoie de l'aide de manières inattendues. » Les yeux du garçon se fermèrent, un léger sourire effleurant ses lèvres alors que le sommeil l'emportait enfin. Élise s'attarda, le regardant respirer paisiblement, puis sortit doucement de la chambre. Elle faillit sursauter en voyant Jacques debout dans le couloir, les mains dans les poches, qui l'observait. « Vous vous souciez trop ?» dit Jacques à voix basse. Élise croisa son regard. « Est-ce un crime ?» Sa mâchoire se crispa. « Dans mon monde, se soucier des autres vous fait détruire. » Elle secoua doucement la tête. « Peut-être dans votre monde. Mais dans le sien, c'est peut-être la seule chose qui le maintient en vie. » Pendant un long moment, ils restèrent là, en silence. Deux personnes de mondes opposés, réunies par un seul acte de bonté qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Finalement, Jacques se détourna en marmonnant, « Nous parlerons demain matin. »
Mais même en regagnant sa chambre, il ne pouvait chasser l'image du garçon dormant paisiblement dans un lit chaud pour la première fois depuis Dieu sait quand. Et il détestait l'admettre, mais une partie de lui se sentait plus légère. Ce soir-là, le silence qui habitait habituellement la demeure était différent. Ce n'était plus le silence du vide, mais le silence apaisé qui suit une tempête, le genre de silence qui rend même le bourdonnement de la climatisation assourdissant. Seul dans son bureau, Jacques contemplait son verre de whisky à moitié vide, posé sur le bureau en acajou. Il aurait dû relire les contrats du lendemain, mais son esprit revenait sans cesse à l'image de Daniel à table, ses petites mains agrippant la cuillère, ses yeux jetant des regards nerveux comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un lui arrache sa nourriture. Jacques se massa les tempes. Il se souvint d'un autre garçon, son propre fils, assis à cette même table des années auparavant, riant aux éclats pour un verre de lait renversé. À l'époque, le rire emplissait les couloirs. C'était avant. Avant que sa femme ne soit plus là, avant l'accident qui avait tout emporté. Il serra la mâchoire. La douleur de ses souvenirs était la raison pour laquelle il avait bâti des murs si hauts. La bonté lui rappelait la perte, et la perte était insupportable. Un léger coup à la porte le tira de sa spirale. « Entrez », dit-il d'un ton neutre. Élise entra doucement, les mains jointes devant elle. « Je voulais juste vous dire que Daniel dort. Je crois qu'il n'a pas dormi aussi paisiblement depuis longtemps. » Jacques hocha brièvement la tête sans la regarder. « Bien. Demain, j'appellerai les services sociaux. Ils sauront quoi faire de lui. » La poitrine d'Élise se serra. « Avec tout mon respect, monsieur. Savez-vous ce qui arrive aux garçons comme lui dans le système ? » Ses yeux se levèrent brusquement vers elle. « C'est toujours mieux que de vivre dans la rue. » Elle s'avança, sa voix basse mais ferme. « Pas toujours. Je le sais parce que j'ai été à sa place. » Le front de Jacques se plissa. Élise déglutit. « Ma mère cumulait 3 emplois. Nous avons perdu notre maison quand j'avais à peu près son âge. Pendant des mois, nous avons vécu dans des foyers, parfois à l'arrière d'une voiture. Je me souviens de ce que l'on ressent, à se demander si quelqu'un vous voit ou si vous êtes invisible. Et je me souviens de cette femme qui m'a donné à manger devant une église, un soir. Ce repas m'a maintenu en vie. C'est pour cela que je ne pouvais pas passer à côté de lui. » Pour la première fois, Jacques resta sans voix. Il la dévisagea, les contours de son extérieur glacial s'adoucissant à mesure que ses mots s'imprégnaient en lui. Élise baissa les yeux, honteuse. « Je sais que j'ai dépassé les bornes ce soir, mais quand je le regarde, je me revois. Et si je ne l'aide pas, qui le fera ?» Le silence tomba sur la pièce. Jacques se renversa dans son fauteuil, expirant lentement. Il ne l'admettait pas, mais sa confession l'avait touché plus profondément qu'il ne le voulait. Après une longue pause, il demanda « Et ses parents ? Où sont-ils » Élise hésita. Il n'a pas dit grand-chose, juste que sa mère n'est plus là. « Et son père ?» Elle secoua la tête. « Je crois qu'il est seul. » Jacques fixa son verre, le liquide ambré tremblant légèrement dans sa main. « Seul. » Le mot résonna en lui, plus lourd qu'il ne voulait l'admettre. Élise attendit, ne sachant si elle en avait trop dit. Finalement, Jacques murmura, presque pour lui-même, « Le monde a une façon cruelle de se répéter. » Les yeux d'Élise s'adoucirent. Un instant, elle ne vit pas le PDG milliardaire, mais un homme accablé par ses fantômes. Avant de partir, elle dit doucement, « Parfois, monsieur de la Roche, la seule façon de guérir est de s'autoriser à aimer de nouveau. » Quand la porte se referma, Jacques resta assis dans le silence, les mots d'Élise flottant dans l'air comme un défi qu'il n'était pas prêt à relever. La lumière du matin filtrait à travers les hauts rideaux du domaine, adoucissant les marbres habituellement froids du hall. Élise se leva tôt, comme toujours, mais aujourd'hui, ses pas portaient un poids différent. Elle ne préparait plus seulement le petit déjeuner pour Jacques. Elle pensait aussi à Daniel, qui avait dormi profondément pour la première fois depuis si longtemps. Quand elle jeta un coup d'œil dans la chambre d'amis, elle trouva le garçon éveillé, assis en tailleur sur le lit, serrant la couverture comme un trésor. « Bonjour, Daniel », dit-elle chaleureusement. Il lui adressa un sourire timide. « Bonjour, Madame Élise. C'est vraiment d'accord que je sois ici ?» Son cœur se serra. « Oui, mon grand. Tu es en sécurité. » En bas, Jacques était déjà à la table de la salle à manger, une tasse de café à la main, parcourant les nouvelles du matin sur sa tablette. Il leva à peine les yeux quand Élise entra, suivie de Daniel. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Daniel s'arrêta au milieu de la pièce, les yeux écarquillés, fixant l'énorme lustre au-dessus de lui. « Ouah !» souffla-t-il, sa petite bouche formant un O. On dirait des étoiles à l'intérieur de la maison. Élise eut un petit rire. Jacques baissa sa tablette, observant le garçon avec curiosité.
La façon dont les yeux de Daniel pétillaient lui rappela tellement son fils au même âge, cet émerveillement innocent, intact du poids du monde. Élise guida Daniel jusqu'à la table. « Assieds-toi là, mon chéri. » Il hésita, puis murmura, « C'est d'accord ? Je ne veux rien abîmer. » Avant qu'Élise ne puisse le rassurer, la voix de Jacques s'éleva, plus stable que d'habitude. « Assieds-toi. Tu ne vas pas casser la table. » Daniel cligna des yeux, surpris, puis sourit faiblement et grimpa sur la chaise. Élise lui servit des crêpes avec du sirop d'érable et un verre de lait. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « C'est plus que tout ce que j'ai jamais eu pour le petit déjeuner. » Le front de Jacques se plissa. Il regarda le garçon dévorer les crêpes, le sirop collant à ses joues. Pour la première fois depuis des années, il faillit rire. C'était désordonné, chaotique, totalement imparfait, mais étrangement réconfortant. Élise surprit l'expression adoucie de Jacques. Elle dit doucement, « Parfois, les plus petites choses ressemblent aux plus grands cadeaux. » Jacques se sentit mal à l'aise, reportant son attention sur son café. « Ne vous attendez pas à ce que cela soit permanent, » marmonna-t-il. Daniel leva les yeux en mâchant. « Même si ce n'est que pour aujourd'hui, merci, monsieur. » Jacques se figea. La gratitude du garçon le désarma d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il s'éclaircit la gorge et changea de sujet. « Vas-tu à l'école, Daniel ?» La fourchette du garçon ralentit. Il secoua la tête. « Pas depuis que maman est partie. Mais j'essaie de lire les panneaux dans la rue. C'est comme ça que j'ai appris quelques mots. » Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. Jacques sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Un enfant de 6 ans, apprenant à lire sur des panneaux de signalisation. Tentant de masquer sa douleur, Jacques dit d'un ton bourru, « L'éducation est importante. Aucun enfant ne devrait en être privé. » Le regard d'Élise se posa sur lui. « Alors c'est peut-être votre chance de changer cela, monsieur. » Jacques croisa son regard, le défi était clair. Il ne répondit pas, mais ses mots restèrent en suspens. Plus tard dans la journée, Élise trouva Daniel dans la bibliothèque, contemplant les rangées de livres comme des trésors. Elle lui tendit un simple livre d'histoire et s'assit à ses côtés. À sa surprise, Jacques apparut dans l'encadrement de la porte, appuyé contre le montant, observant en silence. Élise encouragea, « Vas-y, Daniel, essaie de lire les mots. » Le garçon buta sur les phrases, en prononçant quelques-unes de travers, mais persévéra. La patience d'Élise illuminait la pièce, sa voix le guidant doucement. Jacques écoutait, quelque chose d'inexplicable s'agitant en lui. Pour la première fois depuis des années, sa maison semblait vivante, non pas de richesse, mais de chaleur. Et pendant un instant fugace, il s'autorisa à imaginer ce que ce serait si cela durait. Le lendemain soir, la demeure n'avait plus rien de chaleureux. Jacques venait de rentrer du bureau, le visage fermé comme un orage. Il laissa tomber sa mallette sur la table et desserra sa cravate avec des gestes secs et impatients. Élise, sentant son humeur dès qu'il entra, s'interrompit nerveusement alors qu'elle pliait du linge dans un coin. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Jacques ne répondit pas tout de suite. Il se versa un verre, le cristal tintant plus fort que d'habitude. Finalement, il marmonna, « La nouvelle s'est répandue. » Élise fronça les sourcils. « À propos de Daniel ?» Les yeux de Jacques se fixèrent sur elle. « Un collègue m'a appelé cet après-midi. Il a dit que des gens avaient vu un garçon rôder autour du domaine. Les rumeurs circulent déjà. Avez-vous la moindre idée de ce que cela fait à ma réputation ? Un PDG qui héberge un enfant des rues ? Ils vont me dépeindre comme instable, imprudent. Les investisseurs n'aiment pas les hommes qui perdent le contrôle. » La poitrine d'Élise se serra. « Alors, votre réputation compte plus que la vie d'un enfant de 6 ans affamé ? » Jacques abattit son verre sur le bureau, le liquide se répandant. Sa voix s'éleva. « Ne déformez pas mes propos. Vous croyez que je ne m'en soucie pas ? J'ai travaillé toute ma vie pour construire cet empire. Chaque décision que j'ai prise, chaque sacrifice, c'était pour garder le contrôle. Je ne peux pas tout risquer pour un seul enfant. Je ne le ferai pas. » Depuis le couloir, une petite voix tremblante se fit entendre. « Monsieur Jacques. » Tous deux se tournèrent. Daniel se tenait là, son petit visage pâle, les yeux écarquillés de peur. Il avait tout entendu. Le cœur d'Élise se serra. « Daniel, ce n'est rien. » Mais Jacques, toujours furieux, aboya sans réfléchir, « Tu ne devrais pas écouter aux portes. Ceci n'est pas ta maison. » Les mots frappèrent comme un fouet. Daniel tressaillit, ses lèvres tremblant. Les larmes emplirent ses yeux alors qu'il chuchotait, « Je suis désolé. Je ne voulais pas. » Puis il tourna les talons et s'enfuit,
ses petits pas résonnant dans le couloir. Les yeux d'Élise brûlaient de fureur alors qu'elle se tournait vers Jacques. Comment avez-vous pu? Ce n'est qu'un enfant. Avez-vous la moindre idée du nombre de fois où il a probablement entendu cette même phrase? Ceci n'est pas ta maison? Et maintenant vous, la seule personne qui aurait pu lui donner de l'espoir, vous le lui dites aussi. La poitrine de Jacques se soulevait. Il voulait reprendre ses mots, mais son orgueil les gardait prisonniers dans sa gorge. Au lieu de cela, il rétorqua, n'oubliez pas votre place, Élise. Vous travaillez pour moi. Vous n'avez pas à me faire la leçon. Les mains d'Élise tremblaient. Si être humaine signifie oublier ma place, alors soit. Parce que je refuse de rester là, pendant que vous brisez l'esprit de ce garçon. La tension entre eux était palpable, coupante comme du verre. Finalement, Élise se détourna, la voix brisée. Si vous croyez vraiment que votre réputation vaut plus que sa vie, alors je vous ai complètement mal jugé. Elle quitta la pièce en trombe, ses pas suivant ceux de Daniel. Jacques resta seul dans le silence, l'écho de ses propres mots cruels le rongeant. Il appuya ses mains sur le bureau, le regard baissé, la respiration saccadée. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas en colère contre le monde. Il était en colère contre lui-même. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Pas encore. La nuit qui suivit la dispute fut lourde de silence. Élise était assise sur le bord du lit de Daniel, sa main reposant doucement sur son dos alors qu'il se recroquevillait sous la couverture. Il n'avait pas dit un mot depuis l'éclat de Jacques. Ses yeux étaient rouges, mais les larmes avaient séché, laissant derrière elle une immobilité vide qui lui brisait le cœur. Madame Élise, sa voix murmura finalement dans l'obscurité. Il ne veut pas de moi ici, n'est-ce pas? Sa gorge se noua. Oh, mon grand. Parfois, les adultes disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils ont peur. Mais ne crois pas une seule seconde que tu n'as pas d'importance. Tu comptes plus que tu ne l'imagines. Daniel renifla. Partout où je vais, on me dit que je n'ai pas ma place. Élise lui caressa les cheveux, ses propres larmes coulant librement. Alors laisse-moi te dire quelque chose de différent. Tu as ta place, Daniel. Même si le monde entier t'oublie, moi, je ne t'oublierai pas. Elle resta avec lui jusqu'à ce que sa respiration se calme dans le sommeil. Mais son propre cœur était agité. En bas, Jacques faisait les 100 pas dans son bureau, luttant contre ses propres démons. Il revoyait la scène encore et encore, le visage de Daniel se décomposant sous ses mots durs, la fureur d'Élise, l'écho de sa propre voix criant « Ceci n'est pas ta maison ». Il se versa un autre verre, mais cela n'atténua pas la culpabilité qui lui rongeait la poitrine. Son orgueil lui disait qu'il avait fait ce qu'il fallait, que protéger sa réputation, son empire, était tout ce qui comptait. Mais son cœur murmurait autre chose. Il lui rappelait les nuits où son fils s'était glissé dans son lit après un cauchemar, demandant d'une voix tremblante « Papa, je suis en sécurité ici ?» Il avait toujours répondu « Oui, toujours ». Maintenant, un autre enfant avait posé la même question avec ses yeux, et Jacques avait répondu non. Incapable de supporter cette pensée, il posa son verre et s'effondra dans son fauteuil. Le silence l'oppressait, plus bruyant que n'importe quelle dispute de conseil d'administration. Pendant des années, il avait cru que la compassion était une faiblesse. Mais ce soir, pour la première fois, il se demanda si l'orgueil n'était pas la véritable faiblesse. Élise apparut dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Elle avait l'air fatiguée, le visage pâle d'avoir retenu ses larmes. « Vous l'avez blessé », dit-elle doucement, sans accusation, juste la vérité. Jacques ferma les yeux. « Je sais. Vous pouvez encore arranger les choses. » Sa mâchoire se crispa. « Vous ne comprenez pas. Tout ce que j'ai construit, tout pourrait s'effondrer si je fais le mauvais choix. » Élise s'approcha. « Et si tout ce que vous avez construit ne signifie rien si vous ne pouvez pas vivre avec vous-même? Un empire vaut-il plus que le cœur d'un enfant ?» Ces mots le frappèrent comme des pierres. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois, son regard n'était pas froid, mais perdu. « Et si je ne sais pas comment arranger les choses ?» Elle soutint son regard fermement. « Commencez par le choisir, lui. Juste une fois, choisissez-le, lui, plutôt que votre orgueil. » Le souffle de Jacques devint tremblant alors qu'il détournait les yeux. À cet instant, il réalisa la vérité. Il avait un choix. Il pouvait laisser le garçon partir demain et retourner à la sécurité de ses murs, ou il pouvait ouvrir les portes, non seulement de sa demeure, mais aussi de son cœur. Et ce choix définirait non seulement l'avenir de Daniel, mais aussi le sien. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, adoucissant les angles vifs de la demeure. Élise se leva tôt, le cœur lourd. Elle craignait que ce jour soit le dernier, que Jacques renvoie Daniel et elle avec lui.
Elle entra doucement dans la cuisine, pour s'arrêter net. Jacques était déjà là, debout maladroitement près de la cuisinière, une tasse de café à la main. De l'autre côté de la table, Daniel était assis avec un livre ouvert devant lui. Jacques s'éclaircit la gorge. Je l'aidai avec quelques mots. Élise cligna des yeux, stupéfaite. Le PDG milliardaire, l'homme qui ne levait jamais le petit doigt en dehors des affaires, était assis à table, montrant des lettres du doigt pendant qu'un garçon de 6 ans déchiffrait des phrases. Daniel rayonna en la voyant. Madame Élise, Monsieur Jacques dit que je m'améliore. Jacques toussa, comme embarrassé par l'enthousiasme du garçon. Il apprend vite, admit-il à voix basse. Les yeux d'Élise s'adoucirent, son cœur se gonflant. Quelque chose avait changé. Jacques posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. Élise, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier soir. Sur le fait de le choisir. Sa voix vacilla, mais il la raffermit. Je ne peux pas effacer les mots que j'ai prononcés, mais je peux choisir différemment aujourd'hui. Et chaque jour après, s'il me le permet. Les grands yeux de Daniel s'emplirent d'espoir. Ça veut dire que je peux rester ? La gorge de Jacques se serra. Il s'accroupit pour être à la hauteur du garçon. Daniel, si tu veux bien de moi, ceci peut être ta maison. Je ne sais pas grand-chose sur la façon d'être ce dont tu as besoin, mais j'aimerais essayer. La lèvre du garçon trembla avant qu'il ne jette ses petits bras autour du cou de Jacques. Jacques se figea un instant, surpris par la chaleur de l'étreinte. Puis, lentement, presque avec incertitude, il enroula ses bras autour de Daniel. Pour la première fois depuis des années, son cœur se sentit plein. Élise regardait, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. C'était l'homme qu'elle avait espéré voir exister sous l'armure, celui capable d'amour, même après la perte. Jacques se releva, posant une main stable sur l'épaule de Daniel. Il se tourna vers Élise. Je vous dois des excuses. J'ai eu tort de remettre en question votre compassion. Vous avez vu ce que je refusais de voir. Sans vous, je serais encore aveugle. Élise secoua la tête. Aucune excuse n'est nécessaire, monsieur. Je n'ai fait que ce que n'importe qui devrait faire. Mais Jacques sourit faiblement. Non, vous avez fait ce que très peu auraient eu le courage de faire. Le poids dans la pièce se dissipa. Pour la première fois depuis des années, la demeure ne ressemblait plus à une prison de verre et de marbre. Elle était vivante. Plus tard cet après-midi-là, Jacques se tenait au portail, à l'endroit même où cette histoire avait commencé. Il regardait Daniel jouer dans le jardin, son rire résonnant contre les murs. Le son était étranger et pourtant familier, comme une mélodie qu'il pensait avoir oubliée. Élise s'approcha de lui. C'est étrange, n'est-ce pas ? Comment un petit geste à ce portail a tout changé. Jacques expira lentement, les yeux toujours fixés sur le garçon. Oui. Ce soir-là, je pensais que vous enfreigniez mes règles. En réalité, vous faisiez tomber mes propres murs. Élise sourit, la lumière du soleil accrochant les larmes dans ses yeux. Jacques la regarda alors, non plus comme une employée, mais comme la femme qui lui avait rappelé son humanité. Merci, Élise. De l'avoir sauvée, et de m'avoir sauvée. Alors que le rire de Daniel emplissait l'air, Jacques Delaroche s'autorisa enfin à croire que, parfois, les plus grands empires ne se construisent pas dans les salles de conseil, mais dans les cœurs prêts à aimer de nouveau. Croyez-vous que la véritable compassion puisse briser les plus épaisses murailles de l'orgueil ?